Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 26 août. Plus de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, au lendemain d'une frappe ayant visé l'hôpital Nasser à Khan Younes, ayant fait 20 martyrs dont 5 journalistes et condamnés par la communauté internationale. L'Iran entame des négociations cruciales à Genève sur son programme nucléaire. Objectif, empêcher les Européens de déclencher le mécanisme de rétablissement des sanctions internationales. Le torchon brûle entre Téhéran et Canberra. L'Australie annonce l'expulsion de l'ambassadeur de l'Iran, accusant le pays d'être impliqué dans ce qu'elle qualifie d'attaque antisémite dans les villes de Sydney et Melbourne. Le vice-président du Parti national Rifin, Youba El-Radiaoui, dénonce le recours du Marzen à des pratiques de brutalité contre les représentants de l'État sahraoui lors du 9e sommet international de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Et puis en France, François Bayrou, dans une mauvaise posture, boudé par une grande partie de l'opinion publique et de la classe politique française. Le Premier ministre français va lier son destin à un vote de confiance le 8 septembre. Bonsoir à tous. Bombardement et famine. Le génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza se poursuit pour le 690e jour consécutif. Les forces de l'occupation de l'entité sioniste ont fait de nouvelles victimes ce mardi. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 17 martyrs et 122 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de cette agression génocidaire s'est alourdi à 62 819 martyrs et 158 629 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Et plus de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'entité sioniste ce mardi sur plusieurs régions de la bande de Gaza. Les frappes ont visé particulièrement la ville de Gaza et ses environs, notamment le camp d'Al-Shate, la rue Al-Jala, le quartier d'Al-Zaytoun au sud-est de la ville, mais aussi dans le camp de réfugiés d'Al-Boreij au centre de la bande de Gaza. Le sud de l'enclave palestinienne n'a pas été épargné. L'aviation de l'entité sioniste a mené des raids notamment sur les villes de Deir el-Balah et Khan Younes. Et parmi les victimes de ces dernières 24 heures figurent au moins 17 martyrs et 122 blessés qui attendaient de recevoir des aides humanitaires. Selon le ministère palestinien de la Santé, le nombre de victimes de cette situation d'affamement s'élève à 2140 martyrs et plus de 15 700 blessés. Et ce depuis que la prétendue organisation humanitaire américano-sioniste GHF assure à elle seule la distribution des aides. Et outre les bombardements et les maladies, la famine emporte quotidiennement la vie de Palestiniens. Au cours des dernières 24 heures, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs à cause de la faim dans la bande de Gaza, soumise à un blocus et un siège étouffant imposé par l'entité sioniste. Le nombre de victimes de la famine et de la malnutrition aiguë a provoqué dans l'enclave palestinienne. A fait jusque-là 303 martyrs, dont 117 enfants. Pour rappel, l'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza. Au volet diplomatique, à présent, le Qatar a indiqué attendre toujours une réponse de la part de l'entité sioniste à une proposition de cessez-le-feu à Gaza, présentée par les médiateurs et approuvée il y a une semaine par le mouvement de résistance palestinien Hamas et qui prévoit notamment la libération échelonnée des détenus pendant une trêve initiale de 60 jours en échange de prisonniers palestiniens.
Je vous en parlais en titre. Dirigeants et organisations internationales ont continué à condamner ce mardi la frappe menée hier par l'entité sioniste contre l'hôpital Nasser à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, ayant fait au moins 20 martyrs, dont 5 journalistes et de nombreux blessés. Maria Chouillard y revient. Dans une bande de Gaza assiégée, où les dernières structures médicales encore debout peinent à fonctionner, une nouvelle attaque meurtrière a frappé de plein fouet l'hôpital Nasser au sud de l'enclave. Une double frappe. La première a visé l'étage supérieur de l'établissement. La seconde a touché les journalistes et les secouristes venus en aide aux blessés. Bilan macabre, plus de 20 martyrs, dont 5 journalistes et plusieurs membres du personnel médical. Alors que les équipes médicales et de protection civile se précipitaient pour secourir les blessés, l'occupation a de nouveau pris le site pour cible sans avertissement, causant de nouveaux martyrs, y compris des membres de la protection civile. Chacun a pu constater en direct à l'antenne comment les équipes de secours, dont la seule mission était de sauver les blessés, ont été directement prises pour cible. La peur est toujours présente, mais aujourd'hui, elle est encore plus forte. Nous ne pouvons pas nous approcher des portes ni sortir de peur d'une nouvelle attaque. Il n'y a aucune sécurité ici. Nous avons déjà été bombardés, même ces derniers mois. Sur la scène internationale, la réaction est immédiate. Plusieurs dirigeants et organisations humanitaires ont exprimé leur indignation. Nous sommes choqués et condamnons le fait que du personnel médical et des journalistes aient une fois de plus, malheureusement, perdu la vie dans le conflit. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé les frappes ayant visé l'hôpital Nasser, les qualifiant d'intolérables. Berlin a de son côté exigé une enquête sur ce drame et a exhorté l'occupation sioniste à garantir l'accès et la sécurité de la presse à Gaza. Dans ce conflit, rien n'est épargné. Hôpitaux, caméras et vies humaines, tout y pèse. Les survivants, eux, continuent de témoigner. Malgré la peur, malgré les frappes, ils persistent pour que la vérité ne soit pas ensevelie sous les décombres. La caméra de Hussam ne s'arrêtera pas plus que celle de Mohamed Salama ou de Mouiz. Nous resterons ici à l'hôpital Nasser et nos objectifs ne s'éteindront jamais. Nous ne cesserons de montrer la vérité. Ceux qui ont été tués ne sont pas que des chiffres ou des statistiques. Ce sont des messagers de la vérité et nous poursuivrons leur chemin. Avec des structures médicales déjà à genoux et une population affamée, la communauté internationale se retrouve confrontée à un ultimatum moral, agir pour protéger les vies civiles ou être complice par son silence. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné les frappes de l'entité sioniste qui ont touché l'hôpital Nasser. Son porte-parole, Stéphane Dujarric, a souligné que ces nouveaux crimes horribles mettaient en évidence les risques extrêmes auxquels sont confrontés le personnel médical et les journalistes dans l'exercice de leurs missions essentielles au cœur de cette agression génocidaire. Le secrétaire général condamne fermement les meurtres de Palestiniens perpétrés lors des frappes israéliennes qui ont touché l'hôpital Nasser de Khan Younes. Parmi les victimes, outre les civils, figuraient du personnel médical et des journalistes. Le secrétaire général rappelle que les civils, y compris le personnel médical et les journalistes, doivent être respectés et protégés en tout temps. Il appelle à une enquête rapide et impartiale sur ces meurtres. Le secrétaire général réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent, à un accès humanitaire sans entrave à Gaza et à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages détenus à Gaza. Par ailleurs, au moins 58 Palestiniens ont été blessés ce mardi lors de nouvelles incursions menées par les forces de l'occupation sioniste dans les villes de Ramallah et Al-Bira en Cisjordanie occupée. Le Croissant Rouge palestinien a indiqué que les victimes avaient été blessées par balles, tandis que plusieurs autres souffraient d'étouffement à cause des gaz lacrymogènes toxiques auxquels ont recours les forces de l'occupation. Les forces occupantes ont aussi arrêté plusieurs Palestiniens après avoir attaqué un magasin dans le centre de Ramallah et d'Al-Bira, tandis qu'un véhicule de journalistes a été touché par balles.
Dans l'actualité également et dans le dossier du nucléaire iranien, je vous le disais en titre, Téhéran a affirmé négocier de toutes ses forces ce mardi à Genève pour empêcher les Européens de déclencher à l'automne le mécanisme de rétablissement des sanctions internationales dit Snapback prévu par l'accord nucléaire de 2015. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghai, a affirmé que l'Iran avait fixé des lignes rouges dans ces négociations, à savoir les intérêts nationaux de l'Iran et la protection de son économie. Et je vous en parlais également en titre, l'Australie a annoncé ce mardi expulser l'ambassadeur de l'Iran à Canberra, accusant le pays d'être impliqué dans ce qu'elle a qualifié d'attaque antisémite dans les villes de Sydney et Melbourne, d'après une conclusion des services de renseignement australiens. Au cours des 10 derniers mois, l'antisémitisme a été l'une des priorités les plus urgentes de l'ASIO, qui a déployé toutes ses capacités et tous ses pouvoirs. Nous avons enquêté sur des dizaines d'incidents visant des communautés juives, des lieux de culte, des entreprises et des personnalités. L'ASIO estime désormais que le gouvernement iranien a mené au moins 2 attaques, voire davantage, contre les intérêts juifs en Australie. Notre enquête minutieuse a révélé et démantelé les liens entre les crimes présumés et les commandants du corps des gardiens de la révolution iranienne, qui a utilisé un réseau complexe de mandataires pour dissimuler son implication. Et pour sa part, l'Iran a affirmé que la décision de l'Australie d'expulser son ambassadeur était motivée par des raisons d'ordre intérieur. L'accusation portée est catégoriquement rejetée. Fondamentalement, le concept d'antisémitisme n'a aucune place dans notre culture, dans notre histoire ou notre religion. Ce problème, ce concept, ce phénomène est un phénomène occidental et européen. L'histoire est pertinente. Le harcèlement du peuple juif en raison de sa religion est un problème qui touche l'Europe et les Juifs doivent être tenus responsables de leur histoire qui perdure encore aujourd'hui. Malheureusement, dans ces cas précis, ils ont recours au rejet de la faute sur les autres pour justifier leur politique anti-iranienne. Il est clair que cette décision de fermer cette ambassade en Iran semble avoir été influencée par les événements internes en Australie. L'actualité ce mardi, c'est aussi le président algérien Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a présidé une réunion consacrée au secteur des transports, qu'il a entamée par un hommage à la mémoire des victimes du tragique accident de la chute d'autocar, un drame ayant mis en lumière plusieurs lacunes. À l'issue d'un débat approfondi, a été décidée l'importation immédiate de 10 000 nouveaux autocars pour le transport de passagers en remplacement du parc ancien, l'importation urgente et massive de divers types de pneus pour véhicules, l'adoption de nouvelles lois encadrant la circulation routière, notamment en ce qui concerne les modalités de délivrance du permis de conduire et qui seront présentées lors du prochain Conseil des ministres. Je vous le disais en titre, le vice-président du Parti national Rifin, Youba El-Rdioui, a dénoncé le recours du Makhzen à des pratiques de brutalité contre les représentants de l'État sahraoui lors du 9e sommet international de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Lors d'un séminaire organisé par le parti à Gérone, en Espagne, El-Rdioui a tenu le régime marocain pour responsable de ces provocations contre les Sahraouis dans les forums internationaux, ce qui a poussé les organisateurs du sommet TICAD à assigner une garde rapprochée à la délégation sahraoui afin de la protéger contre d'éventuelles agressions menées par des partis proches du Makhzen.
Ce régime du Marzen est un système colonial et un système de voyous. Et ce qui prouve le banditisme de ce Marzen, c'est ce que nous avons vu il y a quelques jours lors de la conférence du sommet Japon-Afrique. L'État frère du Sahara occidental a participé en tant qu'État reconnu, membre fondateur de l'Union africaine. Ils ont participé. Jusqu'à là, la situation est normale. Mais ce qui est illogique, irrationnel, irréaliste, je ne sais pas quel terme employer, c'est que la délégation sahraoui a été placée sous surveillance. C'est-à-dire que l'État du Japon a mis en place une surveillance renforcée sur la délégation du Sahara occidental. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'auparavant, la mission du Sahara occidental avait subi une agression de voyous de la part du Marzen et de ses nervis. Existe-t-il un régime qui, devant les caméras et au vu au su du monde entier, exerce ces méthodes de voyous ? Ceci se produit devant les caméras. Qu'en sera-t-il lorsque les caméras seront éteintes ? En évoquant le Sahara occidental, l'Observatoire international Western Sahara Resource Watch a dévoilé les manigances et les efforts déployés par la Commission européenne pour conclure un nouvel accord commercial avec l'occupant marocain, contournant ainsi la décision de la Cour de justice européenne. L'ONG a confirmé que le Danemark, qui préside actuellement le Conseil de l'Union européenne, avait déposé le 20 du mois en cours une demande d'autorisation pour ouvrir des négociations commerciales avec le Maroc dans le but de maintenir les importations en provenance du Sahara occidental occupé. L'ONG a jugé cette décision controversée, mettant en garde contre l'exclusion du Front Polisario, seul représentant légitime des Sahraouis de toute négociation éventuelle. Aucune négociation commerciale ni aucun mécanisme de contrôle ne peuvent être crédibles sans la pleine participation du Front Polisario, reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne comme représentant du peuple sahraoui. Sans cette participation, ces mécanismes et ces négociations ne permettront pas à l'Union européenne de respecter son engagement en faveur de l'autodétermination. Nous appelons les États membres de l'Union européenne à rejeter toute proposition de la Commission qui utilise la notion de consentement présumé comme un moyen de contourner le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'Union européenne doit défendre le droit international et ne pas récompenser l'une des pires violations du droit international. Allez, on reste en Afrique. En Côte d'Ivoire, le président en exercice Alassane Ouattara a déposé ce mardi son dossier de candidature à la commission électorale indépendante à Abidjan en prévision de l'élection présidentielle du 25 octobre. Élu en 2010 puis réélu en 2015 et 2020, le chef de l'État ivoirien, âgé de 83 ans, va briguer son 4e mandat. Chaque année au Nigeria, la maternité se transforme souvent en drame. Près de 75 000 femmes y perdent la vie en donnant naissance, un chiffre qui place le pays parmi les plus touchés au monde par la mortalité maternelle. Le manque de personnel et d'équipement en sont les premières causes. Amel Amzian Zitouni. Une femme sur 100 meurt en donnant naissance. Le Nigeria est le pire pays pour accoucher. Aïcha Mohamed était au 3e trimestre de sa grossesse lorsqu'elle a eu des convulsions et une hypertension artérielle due à l'éclampsie, une cause majeure de décès maternel. Le seul dispensaire de son village ne disposait pas de médecin et la seule aide médicale se trouvait à 40 km de chez elle, dans l'un des endroits les plus dangereux au monde. Aïcha a réussi à atteindre Maïdougouri et à subir une césarienne le lendemain, donnant naissance à des jumeaux en avril dernier. Notre problème est le manque d'hôpitaux de qualité ainsi que le manque de personnel, de médicaments et de médecins pour nous soigner. L'impossibilité d'accéder à la route reliant Kandouga à Maïdougouri la nuit pour se rendre à l'hôpital est également un problème. Falmata Mohamed, elle, a perdu son fœtus en 2021. Dans son village, Boulabili Ngora, il n'y avait pas d'hôpital. Avec son mari, elle s'est rendue à Maïdougouri, à 57 km. Mais elle a commencé à saigner et à accoucher en chemin et le bébé est mort-né.
Un jour, j'ai fait une fausse couche. Il n'y avait personne à la maison. J'ai commencé à me sentir mal. J'étais sans téléphone portable pour appeler les secours. Quand mon mari est rentré, je saignais déjà. Il m'a emmené d'urgence à l'hôpital, mais j'ai perdu l'enfant en chemin, car c'était trop loin de chez nous. Aujourd'hui, à 30 ans, Falmata est de nouveau enceinte. Elle a depuis déménagé à Magomeri, une ville plus importante, dont le principal hôpital a été incendié lors d'une attaque de Boko Haram en 2020. Il ne dispose plus que d'une clinique mobile qui n'est pas équipée pour assister les accouchements. Les besoins en matière de santé reproductive des femmes et des filles sont cruciaux dans le nord-est, et plus particulièrement dans les zones reculées où l'accès est partiel, voire quasi inexistant. Les habitants de ces zones ont donc du mal à accéder aux services, dû parfois au fait qu'il s'agit d'une ville de garnison où l'armée est encerclée. La mortalité maternelle est un problème de santé publique dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, qui fait face à un sous-financement chronique des systèmes de santé, desservant plus de 220 millions de personnes. Allez, direction la France, je vous disais en titre, François Bayrou est dans une position peu enviable, boudé par une grande partie de l'opposition publique, de l'opinion publique et de la classe politique française. Le Premier ministre français va lier son destin à un vote de confiance le 8 septembre, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle période d'incertitude. Souhila Kilal. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Dans une position inconfortable, le Premier ministre français fait face à un défi d'une ampleur colossale. Confronté au rejet de son plan d'économie budgétaire de près de 44 milliards d'euros d'économies, ainsi qu'à des appels à bloquer le pays le 10 septembre, le chef du gouvernement français a annoncé engager la responsabilité de son gouvernement lors d'un vote de confiance le 8 septembre prochain, lors d'une session parlementaire extraordinaire. J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. Les efforts de Bayrou pour se serrer la ceinture ont été critiqués à la fois par la gauche et par la droite, ce qui signifie qu'il risque un vote de défiance comme celui qui a renversé son prédécesseur, Michel Barnier, fin 2024, après seulement 3 mois au pouvoir. Déclaration de politique générale, vote. Si vous avez une majorité, le gouvernement est confirmé. Si vous n'avez pas de majorité, le gouvernement tombe. C'est donc une opposition unie qui prédit une chute imminente de l'exécutif dans 2 semaines. Un exécutif, rappelons-le, privé de majorité depuis sa naissance en décembre dernier. Le PS, LFI, le PCF, les écologistes et le RN ont d'ores et déjà promis qu'ils ne voteront pas la confiance. Les écologistes n'ont pas confiance dans ce Premier ministre qui porte un projet irresponsable aussi bien socialement qu'environnementalement. François Bayrou n'a visiblement pas compris que les Français ont pleinement conscience de la crise économique et financière dans laquelle est plongé notre pays après 8 années de macronisme. Du côté de LFI, Jean-Luc Mélenchon estime que la responsabilité de la situation actuelle incombe aux prédécesseurs de Bayrou, notamment Emmanuel Macron, contre qui il va déposer le 23 septembre prochain une motion de destitution. Monsieur Bayrou n'est pas le responsable de la situation dans laquelle il se trouve. C'est tous ceux qui l'ont précédé par leur mauvaise politique économique et par leur mauvaise politique de gestion comme celle de monsieur Macron. Donc s'il y a un responsable, c'est le président de la République. Il y a 1 an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, donc il doit la motion de destitution. Pour Jean-Luc Mélenchon, il serait temps que la France passe à la 6e République pour corriger les erreurs de la 5e, qui atteint ses limites, selon le chef de file des Insoumis. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est évidemment le passage à une 6e République, corrigeant, comme la 5e République avait voulu corriger les excès de la 4e, qui rendait impossible la prise de décision politique. Eh bien, la 5e République a atteint sa limite parce qu'elle confie un pouvoir excessif à une personne qui peut gouverner pendant si longtemps sans aucune majorité. Le vote de confiance aura lieu 2 jours seulement avant le mouvement de manifestation du 10 septembre, relayé sur les réseaux sociaux et soutenu par les partis de gauche et certains syndicats.
Son caractère spontané rappelle celui des Gilets jaunes en 2018, mais ici, les colères se concentrent clairement sur l'opposition à l'austérité du nouveau budget. Emmanuel Macron et François Bayrou, un couple en perdition qui devra désormais faire face à un front social en ébullition. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.